Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e édition des interviews Synotis. Aujourd'hui, on va accueillir Indexima qui va nous présenter comment obtenir une BI performante sur des grosses volumétries. Donc Nicolas, je t'invite à me rejoindre sur scène. Tout d'abord, du coup, je vais rapidement commencer par présenter Synotis. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une société experte en data management et on traite l'ensemble du cycle de vie de la donnée, donc que ce soit des problématiques de stockage jusqu'à la consommation, en passant notamment par la définition d'architecture ou encore des problématiques MDM. Aujourd'hui, on a choisi de vous présenter Indexima et puis surtout cette problématique de performance parce qu'on aborde bien évidemment aussi les problématiques BI et notamment à travers mon expertise sur Tableau. Nicolas a visiblement un petit problème de connexion, donc c'est les aléas du direct. On va peut-être prendre quelques secondes pour l'attendre. Et ça fera peut-être venir aussi certains inscrits qui arrivent en retard. Euh, ah, Bonjour Johan, désolé, j'ai eu des problèmes de connexion, donc j'ai dû déconnecter, reconnecter. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. pas de souci. Comme je disais, c'est les aléas du direct et puis et c'est pas grave. Je pense que notre auditoire comprendra. Donc je disais que j'ai rapidement présenté Synotis. Ce que je me disais, c'est que je vais me présenter juste ensuite et puis tu pourras enchaîner ensuite. Donc Johan Boulinguez, moi je suis consultant BI chez Synotis. J'interviens particulièrement sur toutes les problématiques autour de Tableau, donc à savoir la conception de data warehouse et puis la conception de tout ce qui est tableau de bord et leur développement. J'interviens aussi accessoirement sur les problématiques de gouvernance, mais ça c'est un autre sujet. Nicolas, est-ce que tu veux bien te présenter? Avec plaisir. Moi, je suis Nicolas Corchia, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants. Euh, non, je pense que tu veux plutôt parler boulot. Ouais. Je suis cofondateur d'une entreprise, une startup qui s'appelle Indexima, où je suis en charge des opérations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté, je suis à la tête de l'avant-vente, donc je permets aux forces commerciales de vendre au mieux le produit que nous développons, mais je suis aussi à la tête de l'équipe Customer Success. Donc, je travaille aux côtés de nos clients, nos partenaires pour maximiser l'expérience et la satisfaction des utilisateurs. Ok. Alors, comme on le voit sur l'image, qui est d'ailleurs encore affichée, tu as t'es cofondateur d'Indexima, c'est ça? Ouais, je suis cofondateur d'Indexima, ouais. Je fais de la data depuis, comme toi, hein, je fais de la data du tableau depuis un moment. Un peu plus que toi, parce qu'on n'a pas tout à fait Le même âge, ouais. le même âge. Et en fait, pour la petite histoire, comment j'en suis arrivé à créer Indexima, c'est parce que il y a 10 ans maintenant, je travaillais chez Mappy. Mappy, c'est un acteur français de calcul d'itinéraire. Et mon travail là-bas, en tant que BI manager, était d'aider les collaborateurs Mappy à comprendre le comportement des utilisateurs des produits Mappy. On les appelait les Mappynautes. Donc, des questions assez simples, hein. Qui va en Bretagne l'hiver? Est-ce que les cyclistes utilisent plutôt les grands axes ou les petites rues? Est-ce que les jeunes s'arrêtent beaucoup devant les McDo, devant les Burger King, devant les Quick? Mhm. Des questions intéressantes, mais surtout valorisables D'accord. pour l'entreprise. Et au bout de quelques mois et analyses dans cette équipe, je me suis retrouvé à brancher des dashboards Tableau sur des grosses volumétries de données. Alors, quand je parle de grosses volumétries de données, c'est quelques centaines de millions de lignes. Et je me suis heurté à un problème plutôt intéressant et motivant, comment accélérer des dashboards sur des grosses volumétries. À l'époque, on parle d'attendre plusieurs minutes, dizaines de minutes pour chacun des dashboards. Et ce problème a été craqué par Florent, un de mes 2 associés, avec qui on a déployé d'abord un MVP d'Indexima et puis décidé de créer ce logiciel qui s'appelle Indexima aujourd'hui. Donc, en fait, je suis le premier client d'Indexima.
C'est ça. Donc c'est grâce à Indexima que tu as pu répondre à toutes les questions que tu évoquais justement autour des cyclistes, etc. Tout à fait. Super. Belle histoire. Donc Indexima est né au sein de Mappy. Peut-être que tu peux maintenant que tu nous as présenté un petit peu l'histoire, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Indexima, votre promesse, et puis comment ça fonctionne, et puis qu'est-ce qu'on peut en attendre. Et ben, avec plaisir. J'ai le droit à des slides, hein, tu m'as dit. Ouais, on a dit que on essaie toujours de se fixer sur 2, 3, 4 slides. Le but c'est pas de faire un slideshow comme beaucoup de webinars, mais en tout cas on se le permet quand même parce que ça appuie bien le discours. Promis, j'en dégaine pas trop, mais je vais quand même en partager. Et pas de souci, je te laisse la main. Alors, hop. Donc, Indexima, c'est un logiciel. Tu vois mon écran, c'est bon? Enfin, vous Ouais, voyez mon écran? parfait. Okay. Donc, Indexima, c'est un logiciel. C'est même ce qu'on appelle un middleware. Et on a une baseline qui est de dire que nous, on réduit le time to data. Bon, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Mais globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on accélère les data analytics, les tableaux, les lookers, les Excel, business objects, dans des contextes de grosse volumétrie de données. Et j'ai même envie de dire dans des contextes de temps de réponse lent, que la donnée soit grosse ou pas. Alors, pourquoi il y a besoin d'un outil comme le nôtre? Les outils comme Tableau, Power BI, Looker et tous les autres n'ont pas été designés pour faire du big data. Ils ont été designés pour faire ce qui tient en mémoire. Souviens-toi de l'époque de Click, on faisait des cubes Click et puis on montait ces cubes en mémoire sur les machines. Pareil avec Tableau, avec les extract typers ou Power BI qui essaie d'absorber la donnée. Mais en fait, quand tu fais ça et que tu joues avec des grosses volumétries de données, ou que tu appelles des moteurs classiques, là on est dans un screenshot qui fait du Snowflake, ben, tu attends. Et tu te retrouves face à des dashboards sur lesquels tu vas attendre plusieurs secondes, plusieurs dizaines de secondes, plusieurs même minutes en fonction de ce que tu fais. Indexima, c'est un logiciel qui vient se positionner entre les outils de data viz et les data sources. Ces data sources peuvent venir du monde fichier, ce qu'on a à gauche, donc des data lakes, des NAS, ou du monde du warehouse, ce qu'on a à droite, SQL Server, Oracle, Snowflake, BigQuery, Redshift, et j'en passe. Et on vient positionner cette brique, ce logiciel, entre les deux layers pour simplifier et accélérer les réponses, les dashboards, les requêtes SQL. C'est pas magique et je pense qu'on prendra le temps. Je suis sûr que tu as des questions sur le sujet. On fait ça grâce à de la techno, hein, un peu de maths, un peu d'intelligence artificielle et surtout une structure qu'on a appelée l'hyperindex. C'est une nouvelle façon de ranger la donnée, de l'indexer, de la précalculer qui permet d'avoir des perfs ultra rapides. Et ces hyperindex, plutôt que de devoir les deviner à la main, en fait, on a des algos de machine learning à l'intérieur du moteur qui vont deviner l'usage que tu vas faire de la donnée pour créer les meilleurs hyperindex. Ça optimise la mémoire, ça optimise les temps de réponse. Et on rentre dans un cercle vertueux qui fait que plus tu utilises ta donnée, plus elle est rapide. Plus tu utilises ton dashboard, plus il va être rapide. D'accord. Donc on a vraiment un moteur qui va apprendre de l'utilisation des dashboards et qui va permettre d'accélérer justement les queries qui sont les plus demandées en fonction de l'utilisation utilisateur. Donc c'est super. Et puis au final cette techno hyperindex, vous en êtes propriétaire, c'est juste? Exactement. On en est propriétaire. C'est une innovation qui est full Indexima et qui ne sortira pas de chez nous pour un moment. Super. Et on l'espère. Et ça nous permet, mais ça on le verra dans la démo, parce que si on a le temps, on fait une démo, ça nous permet sur des dashboards comme tu viens de voir, au lieu d'attendre 10 secondes que Tableau et Snowflake communiquent l'un avec l'autre, une fois que tu as mis Indexima entre les deux, tu te retrouves à avoir des temps de réponse qui sont extrêmement faibles, des 5 millisecondes, 10 millisecondes, 30 millisecondes. Et ton dashboard redevient rapide, même sur plusieurs milliards de lignes. Donc le rêve pour tout développeur Tableau et puis surtout pour tous les utilisateurs. Surtout pour les utilisateurs, ouais. Alors on parlera de la démo plus tard, je pense.
Yes, pas de souci. Bah, écoute, Nicolas, merci pour ces petites slides. Et puis je pense que déjà ça introduit et puis ça dégrossit déjà bien le sujet. Ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne sur la partie interview qui va permettre à notre auditoire d'en savoir un petit peu plus sur Indexima. Du coup, tu as énormément évoqué le sujet des grosses volumétries, et puis c'est d'ailleurs inscrit dans le titre. Du coup, quel est le constat que tu fais sur l'évolution de ces grosses volumétries? Est-ce que c'est un phénomène qui a plutôt tendance à se répandre? Est-ce que ça concerne certains types d'entreprises? Voilà. Alors, la donnée, déjà, si on raisonne à l'échelle du monde, il y a des stats, hein, et puis il y a des cabinets qui font de super analyses. Globalement, les chiffres clés qui ressortent en ce moment, c'est de dire que sur les 10 dernières années, la donnée globalement capturée, copiée, consommée dans le monde et stockée surtout, est passée de un peu plus de 1 trillion de gigabytes. C'était déjà pas mal, hein. En 2010, tu vois, il y avait 1,2 trillion de gigabytes. On est passé à 60 trillions de gigabytes. Tu vois, donc ça a fait fois 50, fois 60. Et cette démultiplication de données, elle s'est accélérée en fait. Et ces 5000% d'augmentation de données se sont concentrés principalement sur les 2 dernières années. Donc finalement, en 2 ans, la donnée a continué à exploser. Puis ça, évidemment qu'avec le Covid, ça s'est encore accéléré. Et on est dans une courbe clairement exponentielle de plus avance le temps, plus la donnée se stocke. Et la problématique, c'est pas tellement en fait la volumétrie et le fait que cette donnée s'accumule de plus en plus dans les entreprises, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et est-ce que toute cette donnée que chacun accumule, on est vraiment capable de jouer avec? Et là, eh bien, on rentre dans toute la problématique de performance et de gouvernance de la donnée. D'accord. Mais du coup, alors j'imagine qu'il y a quand même les GAFAM qui sont pour quelque chose au niveau de cette génération de données. Mais est-ce que ça s'adresse justement qu'il y a des grosses entreprises comme celle-ci, ou est-ce qu'on va aussi trouver des plus petites entreprises qui vont avoir ce genre de problématiques au niveau des volumétries? C'est vrai à l'échelle de toute taille d'entreprise. Finalement, tu as raison, hein, les GAFAM, les grandes banques, les grandes surfaces, enfin, les grands retailers sont les gens qui accumulent le plus de données. Alors eux, on parle même plus de milliards de lignes, mais on parle de milliers de milliards de lignes. On dépasse les quantités qu'on est capable d'appréhender déjà juste en tant qu'être humain. Mais c'est vrai aussi à l'échelle des PME. Et tu as de plus en plus de PME qui stockent beaucoup d'informations et se retrouvent au-dessus d'un tas de données de plusieurs dizaines, centaines de millions de lignes sans être capables de pouvoir la traiter. Et donc, cette problématique de big data, qui a avant été dédiée à Google, Amazon et autres très grosses entreprises, est en train de rentrer chez chacun de nos clients jusqu'à la plus petite entreprise. Il faut que tu saches que dans mes clients, j'ai une entreprise de 10 personnes aussi. Mmh. Ok. Ouais, donc j'imagine que ça dépend principalement de la nature du business de ces entreprises, déjà d'une part, et aussi moi ce que je constate du côté BI, c'est que on a des outils qui génèrent des requêtes qui sont pas forcément les plus propres et qui sont des fois complexifiées pour pas grand chose. Et c'est des fois c'est le fait de générer des requêtes un peu complexes comme ça pour un peu pour rien, mais parce que c'est surtout généré par une machine, hein, qui génère aussi des fois des problématiques de perf. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu? Clairement. Et ça émerge depuis 5-6 ans, et c'est depuis la BI Self-Service. Mmh. Tu sais, cette tendance-là qui est de dire, et qui a été lancée par Click, le tableau a pris le relais derrière, et puis maintenant, Power BI, Looker et plein d'autres sont sur la même lignée. Mais cette BI Self-Service, cette simplification de l'accès à la donnée, qui a fait que maintenant, ça n'est plus Michel, l'expert de la donnée de l'entreprise, qui va donner des chiffres à tout à chacun, mais plutôt chacun des métiers qui est capable de naviguer, diguer directement dans cette donnée. Ce qu'on appelle la BI Self-Service, c'est la démocratisation. C'est super. Ça a donné accès à beaucoup de monde à la donnée, mais ces gens-là, en fait, ne sont pas experts du SQL. Et du coup, les outils qu'ils utilisent ne sont pas des outils qui sont des outils qui génèrent du SQL optimisé non plus. Donc, on se retrouve à avoir énormément de monde dans l'entreprise qui communique sur des bases de données qui sont de plus en plus grosses en envoyant un SQL non optimisé, comme tu le disais tout à l'heure. Mmh. Ok. Ouais, donc au final, c'est ça aussi qui fait que votre promesse s'adresse aussi à des entreprises qui sont plus petites. Ouais, ouais, je comprends.
Et du coup, alors bon, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais peut-être qu'on peut le redire. Mais pourquoi est-ce que la performance est aussi importante, et notamment dans un contexte BI? Parce qu'on l'aborde des fois, là, on a des problèmes avec nos différentes applications internes, mais particulièrement dans un contexte BI, pourquoi c'est important? Alors ouais, pourquoi bon, la perf est importante parce qu'on est en 2021 Mm. voilà, les gens ont l'expérience Google-like font qu'on est tous moins patients qu'avant et une app doit répondre tout de suite en 1 seconde, 2 secondes, sinon c'est parti. Le problème, c'est que ceux qui partent sont des gens qui ne vont pas du coup adopter le système duquel ils sont partis. Et dans la BI, clairement, ça a un impact très fort. Une non-adoption, la BI, c'est quoi? C'est la business intelligence, l'informatique décisionnelle. Donc, globalement, je prends des décisions à partir d'éléments factuels. Si ma BI est lente, qu'est-ce que je fais? Soit j'ai beaucoup d'analystes, je suis une entreprise de taille moyenne, on va dire que j'ai 5 analystes, et puis mes analystes sont consciencieux. Ils cliquent dans les dashboards, et puis à chaque dashboard, ils attendent 30 secondes, 1 minute. Bon, à la fin de la journée, j'ai perdu quelques heures par analyste. Et à la fin de l'année, j'ai perdu quelques milliers, dizaines de milliers d'euros déjà, juste parce que mes analystes ont passé du temps à regarder les patiences de tableaux de Power BI. Ça peut être un premier sujet. Le vrai gros risque que je vois à une perf lente est que l'analyste ne va pas attendre. Il va cliquer, ça va être trop long. Il va recliquer une deuxième fois, ça va être trop long et il va partir. Et le dashboard qui a été utilisé, les faits que cet analyste devait consolider, en fait, vont être de moins en moins appuyés d'éléments concrets. Et on va se retrouver avec des décisions prises de plus en plus au hasard. Et alors, autant dire que d'un côté, payer des analystes à attendre, c'est pas très pertinent. Se retrouver avec des prises de décision pour une entreprise qui ne sont pas prises sur des faits concrets parce que les analystes ont décidé de ne pas adopter des dashboards, c'est beaucoup plus grave et ça peut coûter beaucoup plus cher. Donc c'est pour Mm. ça que la perf est vraiment importante dans le monde de l'entreprise, mais surtout dans le monde de la BI, où on doit prendre des décisions et on doit les prendre rapidement. Ok. Donc on a d'un côté des personnes, enfin des analystes qu'on va payer à regarder leur écran et puis à regarder un timer tourner potentiellement. Et puis d'un autre côté, un effet un peu, je mets en place une BI donc qui est potentiellement du coup portée vers comme tu l'as dit, le décisionnel et la modernité. Et puis je fais un peu un pas en arrière en me mettant des freins au niveau de l'adoption qui seraient du coup liés à ces temps d'attente, etc., etc. C'est un peu le Exactement. même constat qu'on puisse faire au niveau, par exemple, d'un indicateur erroné ou autre. Au final, si la personne qui va consulter le dashboard va trouver un indicateur erroné, et derrière elle va plus croire en l'outil. Et je pense que ce facteur perf, c'est un peu le même effet, quoi. Tout à fait. Ok. Après, j'imagine que de toute façon, dans tous les cas, ce problème de performance, alors il a peut-être émergé au sein du contexte MAPI dans ton cas, mais je pense qu'il y a d'autres entreprises, et puis il est aussi, enfin, il y a d'autres entreprises qui ont rencontré ce problème et qui ont essayé de l'aborder. Est-ce que tu connais, je sais pas, des solutions d'architecture qui étaient abordées précédemment pour répondre à ce problème-là? Bien sûr. Travailler sur des grosses volumétries de données, ça date pas d'hier. Il y a deux grandes tendances. La première, qui est la tendance de la BI, que moi j'appelle la BI des années 80, hein, pardon. Mais la première de ces tendances, c'est de dire ce gros problème, cette big data, ce gros problème mathématique, on le transforme en plein de petits problèmes. Et donc, le huge, le big data, on le transforme en small data. Ça va permettre aux outils de BI d'aller vite parce que les requêtes SQL vont s'exécuter sur des faibles volumétries, voire même d'avoir la donnée qui tient en mémoire, donc ça va aller vite. Mais il y a un sujet, c'est-à-dire que transformer ce big en small, ça a un coût et surtout, ça a un délai. C'est-à-dire que c'est des allers-retours multiples entre une équipe business qui dit « moi j'ai besoin de tel data mart, tel cube, tel extract » et une équipe de data engineer qui doit produire des data à chaque fois, la source est de plus en plus grosse et la data doit être de plus en plus petite. Et ces allers-retours, c'est un vrai manque d'agilité. L'agilité égale pas d'adoption. Enfin, manque d'agilité égale pas d'adoption. Donc, en fait, cette BI des années 80, elle est en train de mourir. Il n'y a pas de débat. Et sa mort a été accélérée par la deuxième façon de traiter la donnée et le big data qui a émergé avec Hadoop.
Alors, Hadoop, suivi derrière, évidemment, de Google BigQuery, Snowflake, Redshift. Comment fonctionnent ces moteurs sans trop rentrer dans les détails tech? Ce sont des moteurs qui sont basés sur de l'indexation et du full scan. Et qui travaillent beaucoup sur la distribution du calcul. Donc, au lieu de dire mon big data, je vais le transformer en small data grâce à des data engineers, bah, le big data, on le laisse big dans le data lake Hadoop ou dans BigQuery ou dans Snow. On laisse les grosses volumétries dedans et on assume que ça va être un élargissement d'un cluster de compute. Donc, on va mettre de plus en plus de machines les unes à côté des autres pour répondre aux problèmes. Ça marche. D'un point de vue mathématique, la distribution du calcul, ça marche très très bien. Mais qu'est-ce que ça coûte cher? Mettre 100 machines pour traiter un problème de 1 milliard, 10 milliards de lignes, c'est pas une vraie bonne option. Alors, c'est pas une bonne option écologique, hein, mais si on passe ça parce qu'on est en entreprise et que la problématique écologique n'est pas forcément le sujet aujourd'hui, c'est pas une vraie bonne solution d'un point de vue économique. Et déployer des clusters double XL, triple XL sur Snowflake pour jouer avec quelques milliards de lignes, c'est complètement déraisonnable et à la fin de l'année, surtout, ça coûte très très cher. Donc en fait, tu as deux tendances. Soit tu n'es pas agile et tu arrives à avoir la perf dans tes dashboards, soit tu es agile, mais tes dashboards vont être lents ou vont te coûter très très cher. Et puis on peut imaginer aussi qu'au final de faire scaler comme ça les serveurs, etc. C'est pas vraiment une solution à long terme parce que comme tu l'as dit au tout début, on a fait x50 ou x60 sur les volumes de données mondiaux. Si on imagine que ça continue comme ça et puis à travers une courbe exponentielle, c'est les personnes qui ont opté pour ce type de solution, où vont-elles s'arrêter? Peut-être qu'à la fin ils vont se faire envahir par les serveurs dans toute l'entreprise. Effectivement. Ok, donc du coup là tu as parlé principalement donc solution architecture et puis aussi je vois que tu as cité quelques noms comme BigQuery, comme Snowflake, comme autres. Quelle différence donc que ce soit technologique ou autre tu fais principalement entre vous et eux? Nous, on vient pas révolutionner le monde et il n'y a aucune magie. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on a pris le meilleur de ces deux mondes. Le monde d'un côté qui est je pré-compute la donnée et je la rends petite pour que les réponses aillent vite. Et le monde de l'agilité des moteurs à la BigQuery, Snowflake, Impala, Redshift et autres. Et on a mergé le meilleur de ces deux mondes pour en faire un produit qui est rapide, facilement scalable, facile à piloter et qui aussi réduit les coûts. D'accord. Alors, on a parlé du coup principalement de votre promesse et puis de ce que vous faites du coup pour vos clients. Mais parlons peut-être un peu plus architecture produit. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un produit cloud? Est-ce que vous êtes on-premise? Comment vous vous déployez, etc. On est les deux et on est même, j'ai envie de dire, les trois. C'est-à-dire que tu peux déployer un Dexima dans ton coffre-fort sur ton infra. Et à ce moment-là, on va se déployer sur des serveurs standards Linux ou Windows. Tu peux déployer un Dexima dans ton cloud à travers la marketplace ou même sur tes instances sur Amazon, sur Azure, sur Google. Ou tu peux aussi prendre l'offre managée d'un Dexima et du coup consommer un Dexima as a service. Donc en fait, on est assez flexible et on s'adapte très bien aux besoins de nos clients. Je veux garder les serveurs chez moi et la data ne doit pas bouger. Je les mets dans le cloud, mais dans mon propre réseau cloud ou je la mets as a service, qui est quand même la tendance de la data aujourd'hui. Bien sûr. Ok. Ok. Et du coup, à quel type de source, à quel type d'outils, parce qu'on parle d'outils BI, on parle de data, est-ce que vous vous connectez à toutes les sources de toutes les natures? Est-ce que vous abordez tous les outils BI du marché, donc Tableau, Power BI, etc. Comment vous interagissez peut-être avec des outils qui sont un peu plus vieillissants? Voilà. C'est une bonne question, ouais, Johan. C'est une question que j'aime bien. On est compatible avec un peu plus d'une vingtaine d'outils de DataVis. Et ces outils vont des plus récentes tendances comme, on va dire, Looker aux plus anciens et étonnants comme Excel. Et Indexima peut aussi accélérer les tableaux croisés dynamiques Excel. Et en fait, tous ces gens-là, Excel inclus, donc ça va être
MicroStrategy, Power BI, ClickView, ClickSense, Tableau, Looker, Excel, et j'en passe, je ne les ai pas tous cités, donc Cognos, BO, etc., Spotfire. Globalement, je vais arrêter de les citer, mais globalement, tous communiquent avec nous selon une interface très simple, du SQL. Et on a implémenté dans Indexima un SQL standard, ce qui fait que, en fait, on utilise un driver de communication avec Indexima qui est un driver très simple et qui est déjà répandu dans tous les outils de database du monde. Et en bas, tu parlais data source. On est compatible avec toutes les sources de données. Tant que la donnée est structurée ou semi-structurée, on est capable de l'indexer dans Indexima. Moi, je vois les sources de données comme deux familles. La famille d'un côté des fichiers, donc des fichiers CSV, des fichiers Parquet, des fichiers ORC, mais des fichiers qui vont se retrouver sur un NAS, sur un HDFS, dans des buckets S3, sur ADLS, sur Azure, peu importe, mais en fait, des fichiers. Et puis d'un autre côté, le monde du SQL. Et alors là, c'est très simple, Indexima est compatible avec toutes les sources SQL du monde, puisque nous, on va se connecter en fait et envoyer des requêtes SQL à ces data sources. Ce qui fait qu'on est très agnostique et on vient se positionner en data hub entre plusieurs outils de data viz, et au sein d'une même entreprise, tu as souvent plusieurs outils de data viz et plusieurs data sources. Et de la même manière, au sein d'une même entreprise, tu as souvent plusieurs data sources. Tu veux croiser des fichiers avec ton Oracle, ou tu veux croiser de la donnée Snowflake avec un référentiel que tu as sur DB2, et bien en fait, tu vas pouvoir faire ça à travers Indexima de manière assez seamless, et tu vas pouvoir brancher des tableaux dashboard et des vises Power BI on top de ces sources de données. On vient se mettre en data hub au milieu pour simplifier et accélérer l'accès à ta donnée. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse aussi, alors ça c'est plus ma casquette gouvernance, mais du coup c'est intéressant d'avoir ce point d'accès unique à la donnée centralisée, et puis surtout alors moi ce que j'aime pas, et là c'est plutôt côté BI, c'est de devoir du coup faire différentes vues, différents niveaux d'agrégation pour accélérer les perfs, et je trouve que c'est un vrai manque d'agilité par rapport ne serait-ce qu'aux demandes BI, et puis au final à l'émergence de nouveaux besoins. Du coup, j'aime vraiment cette idée de placer un outil central comme ça, et qui sait répondre à peu près à toutes les demandes sur des sources de données qui sont quasiment dans le format natif, quoi. Pour terminer, parce que je vois que le temps passe assez rapidement, et qu'on va avoir une démo à aborder aussi, parce que je pense qu'on a mis l'eau à la bouche un peu à tout le monde, sans pour autant leur montrer l'outil en lui-même. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur quelques chiffres clés qui résument grossièrement tout ce qu'on s'est dit? Avant de rentrer dans la démo, effectivement, alors quelques chiffres clés. La perf, on divise par 1000 les temps de réponse Indexima. Donc souvent, c'est le chiffre clé les temps de réponse des requêtes SQL. Donc c'est le chiffre clé que je mets souvent en avant, la performance. On accélère par 1000 les dashboards. Mais il y a d'autres chiffres clés assez importants. On réduit les coûts aussi. On va le voir dans la démo, mais globalement, au lieu d'avoir d'énormes clusters de compute, chez Indexima, on est capable de dégainer de très bonnes performances sur des petits clusters. Alors évidemment, ça ne tourne pas sur des Raspberry, hein, mais ça reste des clusters de beaucoup plus petite taille, et on réduit, notre abac est de dire qu'on réduit les coûts par 20. Ensuite, les chiffres clés, on vient d'en parler, c'est les data viz, les data sources. On est compatible avec plus de 20 data viz, on est compatible avec plus de 500 data sources. Voilà les chiffres un petit peu que je mets en avant quand on me parle de chiffres clés chez Indexima. Ok, super. Écoute, je pense qu'on peut directement enchaîner sur la démo, parce qu'il va nous rester environ 15 minutes. Puis surtout, si on veut se laisser place un petit peu pour des questions, parce que c'est généralement à ce moment-là que les questions émergent. Donc écoute, je te laisse la main, et puis à toi de jouer. Bah, effectivement, alors on va faire une démo, et n'hésitez vraiment pas à poser des questions, on essaiera d'y répondre en live. Mais je vais attaquer la démo. Alors j'attaque la démo par des slides, encore une fois, juste pour l'introduire. Ok, pas trop, hein. Pas trop. Vous voyez l'écran, c'est bon? Pas encore. Pas encore. Alors j'ai pas dû cliquer au bon endroit. Maintenant, c'est bon, je pense. Yes, ça arrive. Ok, génial. Donc pour la démo, je vais utiliser de l'open data, de la donnée qui vient des Yellow Cab, les taxis de New York. C'est une donnée qui est répandue, qui est utilisée dans beaucoup de benchmarks, et qui est utilisée par beaucoup d'éditeurs pour faire des démos. Et globalement, cette donnée, au départ, ce sont des fichiers.
des fichiers CSV tout simples qui contiennent une ligne par trajet de taxi à New York. Alors, des trajets de taxi à New York, il y en a beaucoup. Hein. Donc, autant dire qu'il y a beaucoup de lignes, en fait, dans ces fichiers. Et ces fichiers sont sur S3, pardon. Je les ai loadés dans le moteur du cloud le plus tendance du moment, Snowflake, qui est un moteur ultra rapide. On va regarder ensemble. Ça va très vite, Snowflake. Mais est-ce que ça va assez vite et pour quel coût? C'est ça qu'on va regarder ensemble. Alors, ma donnée, il y a quelques milliards de lignes, 5. Il y a 5 milliards de lignes, donc il y a 5 milliards de trajets de taxi à New York dans la donnée qu'on analyse. J'ai fait aucune data prep. Et puis, pour rendre le use case un petit peu plus réaliste, je n'ai pas pris uniquement la donnée des taxis, j'y ai associé des tables de dimension. Alors, une, il se trouve que dans le schéma, il y en a deux, mais c'en est une. Comment j'utilise cette table de dimension? Sur mes lignes de données et pour chacun des trajets de taxi à New York, on a des coordonnées géographiques. Un X, un Y. Deux, en fait. Un X, un Y pour le départ, un X, un Y pour l'arrivée. Et comme ces coordonnées géographiques permettent de dessiner des points, mais que dans les outils de data viz, quand on commence à dessiner des dizaines de millions de points, des dizaines de milliards de points sur une carte, ce n'est pas forcément très utilisable et très lisible, eh bien, j'ai mis une table de dimension pour associer à chacun des points un zip code, une zone. Ce qui va permettre de faire des cartes où on va regarder des zip codes plutôt que de regarder des nuages de points. Voilà. Et donc, j'ai une table d'association qui est assez fine, hein, qui prend des coordonnées géographiques et qui les transforme en zip code. Tout ça, je vais le faire dans un outil qu'on utilise tous les deux depuis quelques années, Tableau. Je pourrais faire la démo sur d'autres outils de DataViz, mais j'ai une légère préférence et je suis assez habile sur Tableau. Alors voilà, ça c'était l'intro de la démo. On va jouer avec des données volumineuses, un modèle en étoile dans Tableau sur Snowflake. Donc je commence par faire une démo Tableau Snowflake avant même d'introduire un indexing. Donc, vous êtes déjà familier de Tableau, mais on va quand même l'ouvrir et regarder ensemble. Donc là, j'ai un dashboard Tableau. Je vais enlever les fenêtres qui traînent derrière. Hop là. J'ai un dashboard Tableau avec une connexion à Snowflake. Tu peux peut-être te mettre en grand écran, je ne sais pas si ça te... Oui, je vais mettre en grand écran, mais comme la fenêtre est modale, je ne peux pas. Ok. Mais je tape mon mot de passe, voilà. Et là, je vais mettre Tableau en grand écran. Voilà, ça devrait être mieux. Yes. Donc, ici, c'est un dashboard Tableau assez simple et on voit même une première feuille avec la répartition des zip codes, des codes postaux pardon, à New York. Donc, on voit émerger Manhattan et puis toute l'agglo de New York. Et puis, vous voyez un code couleur. Le code couleur est assez simple à comprendre. Plus le rose est foncé, plus il y a de trajets de taxi qui partent de ce zip code. Donc, on a déjà un indicateur qui est indiqué qui est combien j'ai de départ à partir de ce zip code. Voilà. Première feuille. On regarde vite fait le modèle. Mon modèle Snowflake, c'est celui que je vous ai montré dans les slides. Une table de faits à gauche, 5 milliards de lignes. Une table de dimension à droite pour faire l'association entre les coordonnées géographiques et des zip codes. Voilà, donc j'ai une jointure qui est une jointure rigolote, hein, parce que c'est une jointure avec un champ calculé sur des coordonnées géographiques, donc sur un truc assez fin quand même. Et puis, je n'ai pas fait qu'une seule feuille dans mon dashboard, je ne suis pas un expert Tableau non plus, mais j'ai fait une petite application qui montre à gauche les zip codes que je vous ai montré tout à l'heure, tout en haut le nombre de lignes de la table, enfin du modèle. Donc là, My Number of Records, on voit que c'est 5 milliards. Donc, vous avez devant vous un dashboard live connected sur 5 milliards de lignes. Normalement, Johan, tu fais « Waouh, c'est costaud », c'est vrai. Moi, je sais que je le fais pas. Ces projets-là, je les prends pas. Sur 5 milliards, c'est compliqué. Généralement, on cherche d'autres solutions. Et derrière ces 5 milliards de lignes, en fait, j'ai calculé d'autres indicateurs pour rendre le truc un peu plus intéressant. Donc, on fait des counts étoiles. On fait aussi des sommes de passagers, parce que pour chaque trajet, il y a 1, 2, 3, 4, 5 passagers. Donc, quand on somme tous les passagers de tous les trajets, eh ben, il y a 8 milliards
de passagers qui ont transité. Le montant moyen des tips, il est marrant celui-là aussi. Donc, il faut sommer tous les tips et diviser par les trajets qui sont affichés. Et puis enfin, une évolution des montants à travers les âges. Là, on parle de données de taxi, ça pourrait être des tickets de caisse, ça pourrait être des ventes de produits, ça peut être n'importe quoi. Ça reste de la data et de la data vise. Et maintenant, on va jouer avec cette application, c'est-à-dire que je vais faire une sélection à gauche. Donc, je prends une sous-partie de New York. Et là, comme mon dashboard est live connected sur Snowflake, ce qui se passe, c'est que Tableau envoie des requêtes SQL à Snowflake pour pouvoir mettre à jour les indicateurs. Et on voit ensemble que sur 5 milliards de lignes, ça peut prendre un peu de temps. Alors, on est à 20 secondes. OK, 20 secondes. Donc, il a fallu 20 secondes à Snowflake pour répondre à la question combien est-ce qu'il y a de trajets qui partent de cette zone-là, combien on a fait transiter de passagers, quel est le montant moyen des tips et quelle est l'évolution des montants à travers les années. Franchement, moi, je trouve que c'est une belle prouesse technique. Ah, c'est déjà pas mal, 20 secondes sur des volumétries comme ça, c'est déjà bien. Tu vois, 20 secondes sur des volumes comme ça, c'est ouf, quoi, même, on peut dire. Il y a 5 ans, on ne pouvait pas avoir ça. Mais nos métiers nous disent, super, tu as mis 20 secondes, ça ne va pas assez vite. Donc, je pourrais augmenter la taille de mon cluster. Et il faut que tu saches que mon cluster de démo, là, c'est un double XL. Donc, c'est un cluster qui, à chaque fois que je lance une démo, va me coûter $128 de l'heure. Okay. Donc, si je poussais ce dashboard en production et qu'il était utilisé 10 heures par jour, eh bien, ça me coûterait $1 200 juste pour ce dashboard, $1 200 par jour. Donc, fois les 200 jours annuels, en considérant que je ne le laisse pas allumer 24/24 et que je ne travaille pas 7 jours sur 7, mais seulement 5, eh bien, juste la consommation de ce dashboard va me coûter plusieurs centaines de milliers d'euros à la fin de l'année. Aïe. Les utilisateurs ne sont pas contents. 20 secondes, ce n'est pas encore assez. On est loin de la Google Experience. Et ça me coûte déjà une blinde. C'est pour ça qu'un Indexima existe. Et c'est dans un use case comme ça qu'on va déployer un Indexima. Alors, ça veut dire quoi déployer un Indexima? Encore un slide. Celui-ci. Et bien là, ensemble, on va mettre un Indexima entre Tableau et Snowflake. Et là, on va quasiment partir from scratch. Alors, on ne part pas tout à fait from scratch. J'ai déjà lancé un cluster Indexima et puis il est sur Amazon. Alors, mon cluster Indexima, je vais l'ouvrir. Alors, comment je l'ouvre? Il y a une interface web qui permet d'aller naviguer dans le cluster Indexima. Et dans cette interface web, j'ai d'autres démos qui tournent. Une démo avec du trafic aérien et puis une démo sur des droits avancés. Mais je n'ai pas encore de données sur New York. Donc, il va falloir tout construire. On va voir si c'est compliqué ou pas. Donc, déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais dire à mon cluster Indexima, ce cluster qui s'appelle demo.indexima.io, s'il te plaît, connecte-toi à ma data source. En l'occurrence, Snowflake. Donc, je choisis Snowflake, j'aurais pu choisir autre chose. Je remplis mes credentials Snowflake, donc mon login, mon password et puis mon instance Snowflake. Et puis, je me connecte. Et là, ce que fait Indexima, c'est qu'il demande à Snowflake quelles sont les tables auxquelles Nicolas a accès. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Je vais aller chercher les 2 tables qu'on utilise dans le dashboard, donc YellowCab 5B et DimOrigin. Et je vais demander à Indexima de créer 2 tables dans Indexima qui seront des tables qui vont héberger la donnée Snowflake. Alors, il y a une deuxième interface graphique que je vais ouvrir. C'est une interface dans laquelle on voit passer les différentes requêtes sur le cluster. Donc, à chaque fois qu'une requête SQL est envoyée à ce moteur SQL qui est Indexima, eh bien, elle va venir apparaître ici. Et donc, les quelques clics que j'ai fait dans l'interface graphique ont généré notamment une création de 2 tables, 2 create external table. 11h41, 17 secondes, c'était il y a 20 secondes. OK, j'ai fini mon boulot de data engineer. Ce n'était pas très compliqué. Ensuite, côté tableau, je vais faire quelque chose, c'est que mon tableau qui pointait directement sur Snowflake avant, eh ben, je vais le rerouter vers Indexima. Alors, vous allez voir, c'est assez simple aussi. Là, on peut voir que j'ai 3 sources de données dans mon dashboard. Regardons ce qui se cache dans la source de données Indexima.
Donc, je pointe sur le même cluster, je rentre mon login, mon password sur ce cluster. Et on va regarder ensemble la source de données Indexima. Et en fait, cette source de données, eh ben, c'est la même. Elle utilise les deux mêmes tables, YellowCap 5B, DIM avec la même jointure. J'avais déjà préparé le modèle en amont parce qu'on n'a pas besoin de refaire les drag and drop tableaux ensemble. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. Maintenant, j'ai une source Snowflake, une source Indexima. Je vais demander à Tableau une action top. Je vais faire un remplacement de source de données. Donc, je vais dire, tout ce qui pointait avant vers Snowflake, tu vas le faire pointer vers Indexima, s'il te plaît. Toujours dire s'il te plaît à Tableau. Toujours demander avant à Tableau s'il est OK. Ah, j'ai perdu ma connexion. On recommence. Voilà. Et là, Tableau vient de rerouter tout le trafic qu'il envoyait historiquement vers Snowflake sur Indexima. Donc, allons regarder ce qui se passe dans l'application. Donc, quand on ouvre l'application, je ne sais pas si tu as vu, Johan, mais ça clignote en bleu derrière. Alors, je vais pousser ça, on n'en a plus besoin. Et à chaque fois que je vais faire une interaction dans mon dashboard, donc je refais une sélection de zip code, tu vois que ça clignote en bleu. En fait, mon laptop et Tableau communiquent désormais avec le cluster Indexima. Et puis, donc c'est les requêtes qu'on voit passer sur la gauche. Ouais. Exactement. On voit passer les selects. Donc, tout le monde ne parle pas forcément SQL dans l'assistant, j'en sais rien. Mais globalement, ce sont les selects envoyés par Tableau à Indexima. Et là, je m'attends à une réponse, à une réaction de ta part. Ouais, c'est que c'est pas encore super dingue. Enfin, donc là, on est loin de la promesse que tu nous évoquais tout à l'heure lors de l'interview. Eh ben ouais, c'est pas très rapide pour l'instant. Je suis d'accord avec toi. On était à 20 tout à l'heure, là on est sur quoi? On est sur 14. En fait, tu étais à 20 et tu restes à 20. Parce que si on regarde, si on analyse ce qui s'est passé là sur les 13 secondes de cette requête-là, eh bien en fait, cette requête, quand Indexima l'a reçue, Indexima, le moteur, on vient de créer la table. Donc il ne sait pas que cette requête va être. Il ne sait pas quelles sont les requêtes qui vont arriver. Donc Indexima a besoin d'apprendre un petit peu les patterns d'usage. Et avant de savoir quelles sont les requêtes et avant d'optimiser l'expérience, eh bien, Indexima, qu'est-ce qu'il fait? Il délègue la requête à Snowflake. Donc, sur les 13 secondes 860 qu'on a attendu, eh bien, en fait, on a attendu 12 secondes 783 que Snowflake réponde à la question. Au début, Indexima se met en pure proxy. D'accord. Et ensuite, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a 3 requêtes qui sont passées aussi sur le cluster. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous montrer trop de requêtes lentes. Grâce aux premiers usages que j'ai faits et au premier trafic que j'ai généré, eh bien, le moteur a décidé tout seul de s'optimiser et de rajouter des index. Parce qu'il a considéré qu'il y avait déjà suffisamment de requêtes lentes sur cette table-là, donc il l'a optimisé. Et en fait, sans que j'ai besoin de demander à un quelconque analyste de faire quoi que ce soit, ou à un data engineer, regarde ce qui s'est passé. Suite aux index qui ont été faits par le moteur qui a décidé qu'il était temps d'optimiser ma source, donc il n'est pas très patient. Tu as vu le moteur, il a à peine attendu 1 minute avant de me dire tu as une source de données qui était lente. Eh bien, il l'a optimisé et il a décidé de créer les structures qui font que maintenant, le dashboard est un petit peu plus rapide. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Légèrement. Je crois qu'on a changé d'unité. Si je ne dis pas de bêtises, on est passé de la seconde à la milliseconde. C'est exactement ça. On est passé de la seconde à la milliseconde. Et à chaque fois que je clique maintenant, tu vois mes requêtes, 17 millisecondes, 20 millisecondes, 30 millisecondes. Et le moteur va en continu, régulièrement, décider d'optimiser mes tables et les différentes tables qui se trouvent sur le cluster. Et on va se retrouver à avoir des temps de réponse instantanés, peu importe les questions que je pose, ça va toujours aller de plus en plus vite. Je pense que tout le monde dans l'auditoire est autant bluffé que moi par rapport à cette prouesse et surtout par rapport au temps qu'il faut pour la mettre en place. C'est quand même assez impressionnant. Après, j'imagine qu'il y a aussi, donc là, le moteur s'optimise automatiquement, mais par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que lors de gros déploiements, on est aussi capable d'anticiper toute cette indexation? Tout à fait. Nos index, alors notre mode préféré, c'est le mode qu'on appelle le mode Smart Table, le mode intelligent, où le moteur décide quand est-ce qu'il est pertinent d'optimiser une table, quelle est la meilleure table à optimiser à ce moment-là,
et comment l'optimiser. Maintenant, tout ça, ça se tune. Donc, on peut tout à fait changer des hyperparamètres et élargir les plages de temps ou le nombre de requêtes, le nombre de tables qu'on accélère en même temps. Mais on peut aussi débrayer tout ça et le faire manuellement. Tu peux créer tes index si tu as envie de les créer, ou tu peux utiliser un mode qu'on appelle, nous, semi-automatique, le mode de suggestion. C'est-à-dire qu'à un instant T, tu peux dire, bon, qu'est-ce que me suggérerait le moteur de machine learning comme index? Et là, il y a une interface graphique où tu peux aller cliquer sur une table, dire je choisis ces hyperparamètres-là, le mode de tuning des algos de machine learning, et puis montre-moi les index. Et à ce moment-là, bah, tu peux éditer toi à la main les index ou juste les appliquer ou en choisir quelques-uns, etc. Du monde tout automatique, on peut aussi redescendre vers un monde tout manuel si on veut. Ok, super. Alors je vous rappelle que là on a légèrement dépassé, mais on a peut-être gardé 2 minutes pour des questions. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat, et puis on y répondra bah, si on a le temps. Moi j'ai juste une question. Quand aujourd'hui vous déployez un Dexima, quelle approche vous proposez? Est-ce que vous partez directement sur un POC? Est-ce que c'est des déploiements de grandes factures directement? Enfin, comment vous abordez ça? Alors, on adore démontrer. Donc, notre mode préféré, ça reste de faire le POC. C'est-à-dire qu'on vient chez vous, sur vos dashboards, sur vos datas, et on vient positionner un Dexima entre les deux. Et en moins d'une semaine, on a craqué 1, 2, 3, 4 dashboards. Et ensuite, sur cette semaine et sur ces 2 jours, souvent c'est en 2 jours en fait, sur ces 2 jours, on en profite pour onboarder l'équipe qui a travaillé avec nous, qui est quasiment capable de travailler avec un Dexima en production dans la foulée. Ok, donc c'est on quasiment aime bien faire des POC et venir accélérer un vrai dashboard sur une vraie data avant de signer un deal et de s'engager. Et puis j'imagine qu'avec bon, alors là on est sur une démo, mais j'imagine qu'avec un effet waouh comme ça, vous devez quand même assez facilement convertir. Puis ce qui est intéressant, enfin d'après ce que tu as l'air de dire, c'est que ça a l'air d'être une techno qui est quand même assez clé en main. T'arrives, t'installes, tu te connectes, et puis en plus de ça, bah t'as tout ce côté machine learning, etc., qui va faire un peu le travail de son côté. Donc du coup, ça a l'air assez intéressant, ouais. Moi, je trouve ça très facile, mais effectivement, il n'y a pas besoin d'être un expert Indexima pour trouver ça facile. Mmh. C'est le retour souvent de nos partenaires, comme vous pouvez l'être chez Cenotis, ou de nos clients. Bon, en fait, effectivement, c'est pas magique. Il n'y a aucune magie dans l'informatique. Et en revanche, c'est quand même très rapide et très facile d'installation et d'usage. Super. Écoute Nicolas, on a déjà dépassé de 5 minutes. Ce qu'on va faire, c'est on va clore cette interview. Je te remercie en tout cas pour toutes les infos, et puis pour ton dynamisme par rapport à la réponse à mes questions qui sont pas toujours faciles, je le sais. Et puis je tiens à m'adresser aux personnes qui nous ont regardés en les remerciant de nous suivre à travers ces interviews Synotis. Et puis surtout, si vous souhaitez avoir plus d'infos sur Indexima et avoir potentiellement des démos dans vos contextes entreprises, n'hésitez pas à nous contacter, et on sera ravis de reboucler avec Nicolas. Bonne journée à tous, merci beaucoup. Merci, au revoir.